Le 13 février 1706, dans la plaine gelée de Fraustadt, en Pologne, le général saxon Johann Matthias von der Schulenburg observait avec satisfaction ses lignes défensives. Devant lui s'étalaient 20 000 hommes, retranchés derrière des chevaux de frise et protégés par l'artillerie. Face à eux, 9 400 Suédois battaient en retraite depuis plusieurs jours. Schulenburg croyait tenir sa victoire. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il venait de tomber dans le piège le plus meurtrier de la Grande Guerre du Nord. La scène qui allait se dérouler dans les heures suivantes défierait toute logique militaire. Une armée 2 fois moins nombreuse, sans artillerie, allait anéantir une force supérieure en position défensive. Plus de 14 000 Saxons et Russes mourraient ou seraient capturés. Les Suédois perdraient seulement 400 hommes. Ce carnage ne durerait qu'une quinzaine de minutes une fois la bataille engagée. Comment une telle catastrophe a-t-elle pu se produire? Pour comprendre Fraustadt, il faut remonter à 1700. Cette année-là, 3 puissances décident de dépecer l'Empire suédois. La Russie de Pierre le Grand, le Danemark de Frédéric IV et la Saxe d'Auguste II, qui règne aussi sur la Pologne. Leur cible, un gamin de 18 ans qui vient de monter sur le trône de Suède. Charles XII leur semble une proie facile. Il n'aurait pas pu se tromper davantage. Le jeune roi suédois se révèle un génie militaire d'une audace folle. En quelques mois, il écrase le Danemark, force Frédéric IV à signer la paix, puis se retourne contre les Russes. À Narva, avec 8 000 hommes, il pulvérise une armée russe de 40 000 soldats. Pierre le Grand, humilié, propose la paix. Charles refuse. Il veut la destruction totale de ses ennemis. La Suède de 1700 domine la Baltique. Ses possessions s'étendent de la Finlande à la Poméranie, de l'Estonie à la Livonie. L'armée suédoise passe pour invincible. Ses soldats, disciplinés et fanatiques, prêtent serment personnel au roi. Ils chargent au galop, une tactique abandonnée par les autres nations européennes au profit de la caracole. Cette audace leur donne un avantage psychologique dévastateur. Mais maintenir cet empire coûte cher. La Suède compte à peine 1,5 million d'habitants. Chaque homme perdu au combat est irremplaçable. Charles le sait. C'est pourquoi il mise tout sur la vitesse, la surprise et l'annihilation rapide de l'ennemi. Une stratégie qui fonctionne à merveille jusqu'en 1706. Auguste II le Fort mérite son surnom. Cet électeur de Saxe, devenu roi de Pologne en 1697, possède une force physique légendaire. On raconte qu'il plie des fers à cheval à main nue et brise des pièces de monnaie entre ses doigts. Mais sa force physique cache une faiblesse stratégique, son orgueil démesuré. Après la défaite de Narva, Auguste refuse d'abandonner. Il reconstitue son armée avec des mercenaires allemands, français, bavarois et suisses. En 1702, Charles XII l'affronte à Klissow et le bat encore. Qu'importe, Auguste tient bon. En 1704, Charles installe un roi fantoche sur le trône de Pologne, Stanislas Leszczyński. Auguste se réfugie en Saxe mais ne renonce pas. Début 1706, la situation devient critique pour lui. Les Suédois occupent la Pologne. Une armée suédoise de 9 400 hommes, commandée par Carl Gustav Renskiold, opère dangereusement près de la frontière saxonne. Auguste voit là une opportunité. Si Schulenburg détruit cette armée isolée, l'équilibre des forces basculera. Le roi ordonne à son général d'écraser les Suédois avant qu'ils ne reçoivent des renforts. Schulenburg rassemble 20 000 hommes, 9 000 Saxons, 6 300 Russes et le reste de mercenaires. Il dispose d'une puissante artillerie et d'une cavalerie de 4 000 hommes. Les chiffres jouent en sa faveur. De plus, Auguste lui-même arrive avec 8 000 cavaliers supplémentaires, à seulement 120 km de là. Dans quelques jours, les Suédois se retrouveront face à 28 000 ennemis. Schulenburg n'a qu'à tenir le choc et la victoire est garantie. Face à cette menace, Renskiold garde son sang-froid. Ce général de 54 ans connaît la guerre comme sa poche. Né en Poméranie suédoise, il a combattu dans la guerre de Scanie à 25 ans, s'est distingué dans la guerre de la Ligue d'Augsbourg et est devenu le bras droit de Charles XII. Son caractère colérique et irascible lui vaut des inimitiés, mais son génie tactique force le respect. On le surnomme le Parménion de l'Alexandre du Nord, en référence au célèbre général d'Alexandre le Grand. Renskiold étudie la situation avec lucidité. Il est en infériorité numérique 2 contre 1. Il n'a pas d'artillerie, mais il possède un avantage décisif. 5 700 cavaliers contre 4 000 chez l'ennemi. Et surtout, il a une idée. Le général suédois a probablement étudié Hannibal et la bataille de Cannes en 216 avant notre ère, où une armée carthaginoise avait encerclé et massacré des légions romaines pourtant supérieures en nombre. Renskiold veut reproduire ce double enveloppement.
Mais pour cela, il doit attirer Schulenburg sur un terrain favorable à la cavalerie suédoise. Il ordonne donc à ses troupes de battre en retraite vers Fraustadt. Un repli précipité, désorganisé en apparence. Schulenburg mord à l'hameçon. Convaincu que les Suédois fuient, il les poursuit pendant plusieurs jours. Exactement ce que Rehnskiöld espérait. Le général suédois notera plus tard dans son journal « J'ai décidé de me retirer vers Fraustadt avec l'idée d'attirer l'ennemi loin de sa position avantageuse, lui faisant croire que j'étais en pleine retraite. » Le 13 février au matin, Schulenburg établit ses lignes entre les villages de Geiersdorf et Röhrsdorf, au nord de Fraustadt. Sa position semble imprenable. Des lacs gelés et des marécages protègent ses flancs. Il déploie ses troupes sur 2 lignes, l'infanterie au centre, la cavalerie aux ailes. Devant tout ça, des chevaux de frise, ces barricades de poutres hérissées de pointes, destinées à briser toute charge de cavalerie. L'artillerie saxonne couvre l'ensemble. Schulenburg commet cependant 3 erreurs fatales. D'abord, il sous-estime la mobilité de la cavalerie suédoise. Il croit les marécages infranchissables. Ensuite, il place les troupes russes sur son aile gauche, pensant qu'elles tiendront aussi bien que ses Saxons. Enfin, et c'est le plus grave, il révèle cette faiblesse en faisant porter aux Russes des uniformes retournés, rouges au lieu de vert, pour qu'ils ressemblent à des Saxons. Une ruse stupide qui ne trompe personne et sème la confusion dans ses propres rangs. Rehnskiöld observe tout ça et sourit. Il déploie ses 3700 fantassins au centre en 3 colonnes profondes. Sur les flancs, ses 2 masses de cavalerie, 2850 cavaliers à gauche sous le commandement de Hummerhielm, 2850 à droite sous von Krassov et Rehnskiöld lui-même. Pas d'artillerie pour les Suédois. Juste la vitesse, la discipline et l'effet de choc. L'aube se lève sur un paysage glacé. Le sol gelé résonne sous les sabots des chevaux. Les 2 armées se font face. Schulenburg attend, confiant. Rehnskiöld attend aussi, mais pour d'autres raisons. Il cherche le moment parfait pour lancer son piège. Vers 11 heures du matin, Rehnskiöld donne le signal. L'infanterie suédoise avance vers le centre saxon russe. Pas au pas, mais d'un bon rythme, baïonnette en avant. Les canons saxons ouvrent le feu. Les boulets creusent des sillons sanglants dans les rangs suédois. Les fantassins continuent d'avancer imperturbables. Simultanément, la cavalerie suédoise se met en mouvement. À gauche, Hummerhielm mène ses cavaliers vers le marécage gelé qui protège l'aile droite saxonne. Schulenburg a parié que ce terrain était impraticable. Mauvais pari. Les chevaux suédois traversent la glace sans difficulté. À droite, von Krassov contourne l'aile gauche russe avec ses 12 escadrons de dragons. Les Saxons voient la manœuvre mais réagissent trop tard. Sur l'aile droite, leur cavalerie charge Hummerhielm. Premier choc. Les sabres s'entrechoquent. Les Saxons tiennent bon lors de la première charge, puis de la deuxième. Mais à la 3e charge suédoise, leur ligne craque. La cavalerie saxonne se débande et fuit vers le sud. Hummerhielm ne les poursuit pas. Il pivote et se dirige vers l'arrière du centre saxon. Sur l'aile gauche, c'est pire encore. La cavalerie saxonne qui couvre les Russes assiste à la déroute de ses compatriotes sur l'autre aile. La panique les gagne avant même le combat. Quand von Krassov et ses dragons chargent, ils s'effondrent instantanément. Von Krassov fonce alors vers l'arrière des lignes ennemies. Au centre, l'infanterie suédoise affronte un déluge de feu. Les mousquets saxons crachent leurs balles. Les Suédois tombent par dizaines, mais les autres continuent. Rehnskiöld a repéré que l'aile gauche est tenue par les Russes. Il concentre son assaut principal sur eux. Ces soldats russes, déguisés en saxons, ne sont pas les troupes d'élite de Pierre le Grand. Ce sont des recrues mal entraînées, commandés par des officiers qui ne leur font pas confiance. Lorsque l'infanterie suédoise frappe de front pendant que la cavalerie de von Krassov les attaque par derrière, les Russes se désintègrent. En quelques minutes, 6300 hommes sont encerclés. Certains tentent de se rendre, d'autres fuient. Beaucoup sont massacrés sur place. Le flanc gauche saxon se retrouve exposé, à nu. Une fois les Russes éliminés, le centre saxon se trouve pris en tenaille. Devant, l'infanterie suédoise continue sa pression. Derrière, la cavalerie de von Krassov charge. Sur les côtés, d'autres unités suédoises se referment. Les régiments saxons tentent de pivoter pour faire face aux multiples menaces, mais la coordination devient impossible. Les mercenaires français, bavarois et suisses ne signent pas pour mourir dans un piège. Ils jettent leurs armes et lèvent les mains. Les régiments saxons résistent un peu plus longtemps, infligeant de lourdes pertes à l'infanterie suédoise, mais quand la cavalerie les frappe par derrière, ils comprennent que tout est fini. La cohésion de l'armée saxonne s'évapore en quelques minutes. Les soldats fuient vers le sud, vers Fraustadt même. C'est la panique totale. Les officiers hurlent des ordres que personne n'écoute. Les fantassins jettent leurs mousquets pour courir plus vite. L'artillerie est abandonnée sur place.
La cavalerie suédoise, qui s'était embourbée dans le marécage au début de la bataille, se libère enfin et se lance à la poursuite. Ces cavaliers, montés sur des chevaux frais, rattrapent les fantassins épuisés aux portes de Fraustadt. Les Saxons et les Russes se retrouvent coincés entre la cavalerie devant eux et l'infanterie suédoise qui arrive derrière. C'est là que le carnage atteint son apogée. Les Suédois ne font pas de quartier. Les soldats ennemis se rendent par milliers, mais beaucoup sont tués pendant la reddition. Sur le champ de bataille principal, 7000 cadavres jonchent la neige rougie. Dans Fraustadt et ses environs, 7500 hommes sont capturés, dont 2000 blessés. L'armée de Schulenburg a cessé d'exister. Ce qui suit reste l'une des pages les plus sombres de la bataille. Sur les 500 à 1000 prisonniers russes, la plupart sont exécutés après leur reddition. Certains historiens attribuent cet ordre à Rehnskiöld lui-même, d'autres le contestent. Quoi qu'il en soit, les Russes sont abattus méthodiquement, tandis que les Saxons et les mercenaires sont épargnés. Plusieurs explications sont avancées. Les Suédois considèrent peut-être les Russes comme des barbares indignes des lois de la guerre. Ou bien Rehnskiöld veut envoyer un message terrifiant à Pierre le Grand. Peut-être aussi que les Suédois, débordés par le nombre de prisonniers, décident d'éliminer ceux qu'ils jugent les plus dangereux. Quelle que soit la raison, le massacre des Russes transforme une victoire militaire en atrocité. Schulenburg, lui, parvient à s'échapper. Il quitte le champ de bataille avec quelques cavaliers et galope vers la Saxe pour annoncer le désastre à Auguste II, le roi saxon, qui attendait à 120 km avec ses 8000 cavaliers, apprend la nouvelle avec incrédulité. En quelques heures, il a perdu son armée principale. Les pertes suédoises, environ 400 morts et 1000 blessés. Parmi les tués, le colonel Gabriel Lilliehöök, commandant du régiment de Kronoberg. Mais comparé à l'hécatombe adverse, c'est presque négligeable. Rehnskiöld a réalisé l'une des victoires les plus asymétriques de l'histoire militaire. Ce qui rend Fraustadt remarquable, c'est la perfection de son exécution. Rehnskiöld a planifié un double enveloppement dès le départ. Il a attiré l'ennemi sur un terrain de son choix. Il a identifié la faiblesse de la position adverse, l'aile russe, et a concentré son effort principal sur ce point. Enfin, il a coordonné infanterie et cavalerie pour créer une pression maximale sur tous les flancs, simultanément. Le parallèle avec Cannes est évident. Comme Hannibal, 1922 ans plus tôt, Rehnskiöld a utilisé sa cavalerie supérieure pour détruire les ailes ennemies, puis a refermé le piège sur le centre. La différence ? Hannibal faisait face à une armée romaine d'environ 80 000 hommes. Rehnskiöld n'en avait que 20 000 devant lui. Mais l'esprit de la manœuvre reste identique. Les Saxons ont commis erreur sur erreur. Schulenburg s'est laissé manœuvrer sur un terrain désavantageux. Il a sous-estimé la mobilité de la cavalerie suédoise. Il a placé ses troupes les plus faibles sur un flanc crucial. Il n'a pas prévu de réserve pour colmater une brèche. Et surtout, il a figé son dispositif dans une posture défensive rigide, incapable de s'adapter une fois la bataille lancée. La victoire de Fraustadt résulte aussi de la qualité intrinsèque de l'armée suédoise. Ces soldats ne paniquent pas sous le feu. Ils maintiennent leur cohésion même lorsque l'artillerie les décime. Leur discipline est supérieure à celle des mercenaires de Schulenburg. Et leur morale, renforcée par une série de victoires éclatantes, les rend presque invincibles au combat rapproché. La nouvelle de Fraustadt se propage comme une traînée de poudre à travers l'Europe. Auguste II comprend qu'il est fini. Son armée principale est anéantie. La Saxe se retrouve sans défense. Charles XII et Rehnskiöld réunissent leurs forces et traversent la Silésie autrichienne pour envahir l'électorat saxon. Auguste ne rencontre aucune résistance. En septembre 1706, Auguste doit signer le traité d'Altranstedt. Les termes sont humiliants. Il renonce officiellement au trône de Pologne et reconnaît Stanislas Leszczynski comme roi légitime. Il doit même féliciter publiquement son rival. Son alliance avec la Russie est déclarée nulle. Tous les prisonniers russes capturés sous son commandement doivent être livrés aux Suédois. Pire encore, il doit remettre Johan Patkul, l'aventurier qui avait organisé la coalition anti-suédoise en 1700, aux Suédois. Patkul sera roué vif à Stockholm. La Saxe sort de la guerre. Charles XII a éliminé 2 de ses 3 ennemis, le Danemark en 1700, la Saxe en 1706. Il ne reste plus que la Russie. Pierre le Grand se retrouve seul face à la puissance suédoise. La situation semble désespérée pour le tsar. Mais Pierre ne se décourage pas. Contrairement à ses alliés, il a appris de ses défaites. Depuis Narva, il a reconstruit son armée, modernisé son équipement, formé ses officiers.
Il a aussi compris que battre les Suédois nécessite une stratégie différente. Attirer Charles XII dans la profondeur du territoire russe, puis l'user par la longueur des campagnes et la rigueur du climat. Rehnskiöld, lui, est fait maréchal et comte par Charles XII. Sa victoire de Fraustadt le place au sommet de sa carrière. Il devient l'officier le plus respecté de l'armée suédoise, l'égal du roi en termes de prestige. Mais son triomphe porte en germe sa future tragédie. La bataille de Fraustadt entre dans les manuels de stratégie militaire comme l'un des exemples les plus parfaits de double enveloppement après Cannes. Au XIXe siècle, les académies militaires européennes l'étudient en détail. Les généraux prussiens, notamment, admirent la coordination entre armes différentes et la capacité à transformer une infériorité numérique en victoire écrasante. Le principe du double enveloppement sera réutilisé à maintes reprises. Daniel Morgan l'emploie avec succès à Coppens en 1781 pendant la guerre d'indépendance américaine. Genghis Khan avait déjà utilisé une variante, la tactique des cornes, avec sa cavalerie mongole. Plus tard, au XXe siècle, les stratèges allemands s'inspireront de ces batailles d'encerclement pour développer leur doctrine de guerre de mouvement. Ce qui rend Fraustadt unique, c'est la vitesse d'exécution. Entre le début de l'engagement et l'effondrement total de l'armée saxonne, il s'écoule à peine 15 minutes. Une fois les ailes ennemies balayées, le centre ne tient pas plus de 5 à 10 minutes avant de se désintégrer. Cette rapidité foudroyante témoigne à la fois de l'excellence tactique suédoise et de la fragilité d'une armée composée de mercenaires. La bataille illustre aussi l'importance de la reconnaissance du terrain. Schulenburg croit ses marécages impraticables. Rehnskiöld a étudié le gel et sait que ses chevaux peuvent passer. Cette différence de renseignement change tout. Le général qui connaît mieux le champ de bataille possède un avantage décisif. Enfin, Fraustadt démontre que la supériorité numérique ne garantit rien. Une armée 2 fois plus nombreuse, en position défensive, avec artillerie, peut être détruite si son adversaire exploite ses faiblesses avec audace et précision. La qualité l'emporte sur la quantité quand la stratégie est parfaite. Pourtant, malgré son éclat, Fraustadt marque paradoxalement le début de la fin pour Charles XII. Le roi suédois, grisé par une série de victoires ininterrompues, développe un sentiment d'invincibilité. Il refuse toute négociation, tout compromis. Son objectif est simple, la destruction totale de ses ennemis. Cette intransigeance devient sa malédiction. En 1707, après avoir soumis la Saxe, Charles décide de porter le coup de grâce à la Russie. Il lance une invasion massive du territoire russe visant Moscou. C'est une erreur stratégique monumentale. Pierre le Grand applique la tactique de la terre brûlée. Il détruit tout sur le passage des Suédois, récoltes, villages, ponts, approvisionnement. L'armée suédoise avance dans un désert. L'hiver 1708-1709 est l'un des plus rigoureux du siècle. Les Suédois, loin de leur base, souffrent du froid et de la faim. Charles XII, malade et affaibli, commet erreur sur erreur. Le 8 juillet 1709, à Poltava, l'armée suédoise affronte les Russes dans des conditions catastrophiques. Les Suédois, épuisés et affamés, sont écrasés. Charles doit fuir en Turquie avec quelques centaines de survivants. Rehnskiöld, lui, est fait prisonnier. Il passera 9 ans en captivité russe jusqu'en 1718. Quand il est libéré, Charles XII est mort, tué au siège d'une forteresse norvégienne. L'empire suédois s'effondre. La Grande Guerre du Nord se termine en 1721 par le traité de Nystad. La Suède perd la majorité de ses possessions baltes. La Russie de Pierre le Grand devient la puissance dominante dans la région. Le maréchal qui avait gagné Fraustadt finit sa vie dans l'obscurité. Il meurt en 1722 à 70 ans, oublié par un pays qui ne veut plus entendre parler de ces guerres désastreuses. Sa brillante victoire de 1706 reste comme un dernier éclat de gloire avant la chute. Fraustadt enseigne plusieurs vérités cruelles sur la guerre. La première, une bataille gagnée ne gagne pas une guerre. Rehnskiöld a détruit l'armée saxonne, mais cette victoire tactique n'a pas changé l'issue finale du conflit. La Suède était trop petite, trop isolée, pour vaincre durablement des ennemis aussi nombreux et déterminés que la Russie, la Saxe, le Danemark et leurs alliés. La deuxième leçon, l'audace a ses limites. Charles XII et Rehnskiöld ont poussé leur chance jusqu'à l'extrême. Pendant 6 ans, ça a marché. Mais à Poltava, la chance a tourné. La stratégie agressive qui avait fait leur force est devenue leur perte. Envahir la Russie en profondeur en plein hiver, avec des lignes d'approvisionnement étirées sur des milliers de kilomètres, relevait du suicide. La troisième leçon, les grands généraux peuvent aussi commettre de grandes erreurs.
Rehnskiöld, le génie de Fraustadt, a partagé le commandement avec Adam Ludwig Lewenhaupt lors de la campagne de Russie. Les deux hommes se détestaient. Leurs conflits ont conduit à des décisions désastreuses. À Poltava, le plan de bataille suédois est confus, mal coordonné. L'armée, qui avait exécuté un double enveloppement parfait 3 ans plus tôt, se débande dans le chaos. La 4e leçon peut être la plus amère. La guerre détruit ce qu'elle élève. Rehnskiöld a connu la gloire à Fraustadt, l'humiliation à Poltava, la captivité en Russie et l'oubli en Suède. Charles XII, ce roi guerrier admiré dans toute l'Europe, est mort à 36 ans d'une balle perdue dans une tranchée obscure. La Grande Guerre du Nord a tué des centaines de milliers d'hommes, ravagé la Pologne, la Livonie, la Finlande, la Suède elle-même. Et pourquoi? Des frontières qui ont changé, des dynasties qui se sont effondrées, des empires qui ont disparu. Fraustadt s'appelle aujourd'hui Wschowa. C'est une petite ville polonaise tranquille, à la frontière entre la Pologne et l'ancienne Silésie. Rien n'indique vraiment qu'un massacre a eu lieu ici, en 1706. Pas de monument grandiose, pas de musée dédié. Juste une plaque discrète rappelant que 14 000 hommes sont morts en une journée dans ces champs. Les villages de Geiersdorf et Röhrsdorf ont changé de nom. Debowa-Leka et Ossowa-Sienne. Les marécages ont été drainés. Les lacs gelés n'existent plus. Le paysage a été transformé par 3 siècles d'agriculture. Mais si vous vous tenez là où Rehnskiöld a placé son infanterie, si vous regardez vers les positions saxonnes, vous pouvez encore imaginer le carnage. Les historiens militaires continuent de débattre de Fraustadt. Certains le considèrent comme la plus grande victoire tactique de Charles XII, surpassant même Narva. D'autres soulignent que la bataille n'a eu aucun impact stratégique à long terme. La Saxe est sortie de la guerre, mais la Russie a continué à se battre et a fini par gagner. Ce qui est sûr, c'est que Fraustadt représente l'apogée de l'art militaire suédois au début du XVIIIe siècle. La combinaison de mobilité, de choc, de discipline et d'audace tactique a rarement été égalée. Pendant ces 15 minutes décisives, l'armée suédoise a fonctionné comme une machine de guerre parfaite, annihilant un ennemi pourtant supérieur en nombre. Qui était vraiment Carl Gustaf Rehnskiöld? Les sources le décrivent comme un homme difficile, colérique mais brillant. Né dans la noblesse suédoise de Poméranie, il a grandi pendant les grandes années de l'Empire suédois. Son éducation, assurée notamment par Samuel von Pufendorf, l'un des plus grands philosophes de l'époque, lui a donné une culture militaire et intellectuelle solide. Rehnskiöld a participé à la guerre de Scanie dès l'âge de 25 ans, où il s'est distingué lors de charges de cavalerie. Erik Dahlberg, un général suédois renommé, l'a recommandé pour des promotions rapides. En 1676, il devient capitaine de la garde royale. L'année suivante, lieutenant-colonel. Sa progression continue pendant les décennies suivantes, mais c'est la Grande Guerre du Nord qui révèle son génie. À Narva, en 1700, il commande une partie de l'armée suédoise et contribue à la victoire écrasante sur les Russes. À Klissouf, en 1702, il participe à la défaite d'Auguste II. Puis vient Fraustadt en 1706, son chef-d'œuvre. Charles XII reconnaît son talent. Il le fait maréchal et comte immédiatement après Fraustadt. Rehnskiöld devient le Parménion de l'Alexandre du Nord, référence au général de confiance d'Alexandre le Grand. Le roi et le maréchal forment un duo redoutable. Charles incarne l'audace et le charisme. Rehnskiöld, la planification et l'exécution. Mais leur relation se dégrade pendant la campagne de Russie. Charles, blessé et malade avant Poltava, ne peut pas commander directement. Il confie le commandement partagé à Rehnskiöld et Lewenhaupt. Les deux hommes se haïssent. Lewenhaupt, un autre général brillant, refuse de suivre les ordres de Rehnskiöld. Cette rivalité désastreuse conduit au chaos tactique de Poltava. Après sa libération en 1718, Rehnskiöld rentre dans une Suède transformée. Charles XII est mort. L'ère de l'absolutisme royal est terminée. Le Parlement suédois, le Riksdag, a repris le pouvoir. La Suède n'est plus une grande puissance militaire. Les victoires de Rehnskiöld appartiennent à un passé révolu. Il meurt en 1722, 4 ans après son retour, amer et oublié. Au cœur de la victoire de Fraustadt se trouve la cavalerie suédoise. Cette arme a été perfectionnée sous le règne de Charles XI, père de Charles XII. Les Suédois ont abandonné la caracole, cette tactique où les cavaliers approchent au trot, tirent leurs pistolets, puis font demi-tour. À la place, ils chargent au galop, sabre au clair, en formation serrée. Cette charge au galop crée un choc psychologique et physique dévastateur. Les chevaux lancés à pleine vitesse percutent les lignes ennemies avec une force énorme. Les cavaliers, entraînés à combattre au corps à corps, sabrent tout sur leur passage. Peu d'armées peuvent résister à une telle charge. À Fraustadt, la cavalerie suédoise a joué 3 rôles.
D'abord, elle a balayé la cavalerie ennemie sur les deux ailes. Ensuite, elle a contourné les flancs pour attaquer l'infanterie par derrière. Enfin, elle a poursuivi les fuyards et transformé la défaite en massacre. Sans cette cavalerie supérieure, Rehnskiöld n'aurait jamais pu réaliser son double enveloppement. Les chevaux suédois, robustes et habitués au froid, supportent mieux les conditions hivernales que leurs homologues saxons ou russes. Les cavaliers suédois, souvent issus de la petite noblesse ou de familles de soldats, sont des professionnels aguerris. Leur loyauté au roi est totale. Ils ne reculent jamais, ne paniquent jamais. Cette discipline fait toute la différence. Mais la cavalerie a aussi ses limites. Les chevaux consomment énormément de fourrage. Une armée avec beaucoup de cavalerie doit constamment s'approvisionner, ce qui ralentit les déplacements. Pendant la campagne de Russie, cette contrainte logistique a contribué à l'échec suédois. Les chevaux affamés et épuisés sont morts par milliers dans la neige. Si la cavalerie suédoise était redoutable, l'infanterie n'était pas en reste. Les fantassins suédois de 1706 sont les héritiers d'une longue tradition militaire. Depuis Gustave II Adolphe, pendant la guerre de 30 ans, l'infanterie suédoise a perfectionné ses techniques. Contrairement aux autres armées européennes qui privilégient le feu de salve à distance, les Suédois pratiquent l'assaut à la baïonnette. Ils s'approchent le plus près possible de l'ennemi avant de tirer une seule salve dévastatrice, puis ils chargent immédiatement. Cette tactique nécessite un courage et une discipline exceptionnelle. À Fraustadt, l'infanterie suédoise a affronté l'artillerie et les mousquets saxons sans broncher. Les boulets creusaient des brèches dans leurs rangs, les balles fauchaient des hommes par dizaines, mais les survivants continuaient d'avancer. Cette capacité à encaisser des pertes sans rompre la formation est rare dans l'histoire militaire. Les fantassins suédois sont organisés en régiments provinciaux. Chaque province de Suède fournit un régiment. Les hommes se connaissent, ont grandi ensemble, combattent aux côtés de leurs voisins et de leurs parents. Ce lien social renforce la cohésion. Personne ne veut déshonorer son village en fuyant. De plus, l'armée suédoise pratique un entraînement rigoureux. Les soldats manœuvrent régulièrement, même en temps de paix. Ils savent exécuter des mouvements complexes sous le feu ennemi. À Fraustadt, quand Rehnskiöld ordonne à son infanterie d'attaquer les positions russes pendant que la cavalerie les prend à revers, l'ordre est exécuté parfaitement. Cette coordination entre armes différentes nécessite un niveau de professionnalisme que peu d'armées possèdent à l'époque. Face à cette machine de guerre suédoise, l'armée saxonne présente de graves faiblesses. Le problème principal, elle est composée majoritairement de mercenaires. Des Français, des Bavarois, des Suisses, des Allemands de divers États. Ces hommes se battent pour l'argent, pas pour la patrie ou le roi. Les mercenaires sont de bons soldats, dans des conditions favorables. Bien payés, bien nourris, avec des perspectives de victoire, ils combattent correctement. Mais quand la situation se dégrade, ils n'ont aucune raison de mourir pour un employeur étranger. À Fraustadt, dès que le piège suédois se referme, les mercenaires comprennent que la bataille est perdue. Ils se rendent massivement. Auguste II a aussi commis l'erreur d'intégrer des troupes russes dans son armée. Ces 6300 Russes sont des recrues médiocres, pas les soldats d'élite que Pierre le Grand garde pour ses propres campagnes. Leur présence affaiblit la cohésion de l'armée saxonne. Les Saxons ne font pas confiance aux Russes. Les Russes ne font pas confiance aux Saxons. Cette méfiance mutuelle se manifeste par la stupide idée de faire porter aux Russes des uniformes retournés. Schulenburg lui-même est un général compétent, mais pas exceptionnel. Il a remporté quelques victoires mineures, mais n'a jamais affronté un adversaire du calibre de Rehnskiöld. Sa formation militaire privilégie la défensive statique, l'utilisation de l'artillerie et des fortifications. Contre une armée mobile et agressive comme celle de Suède, cette approche est vouée à l'échec. La supériorité numérique saxonne aurait pu compenser ses faiblesses si Schulenburg avait adopté une stratégie plus prudente. Par exemple, rester retranché et forcer les Suédois à attaquer une position vraiment imprenable. Ou éviter la bataille et attendre l'arrivée d'Auguste II avec ses 8000 cavaliers. Mais Schulenburg veut la gloire. Il croit pouvoir écraser cette armée suédoise isolée et s'emparer d'une victoire éclatante. Cette arrogance lui coûte tout. Le terrain de Fraustadt mérite une attention particulière. Rehnskiöld a choisi ce lieu avec soin. La plaine entre Geiersdorf et Röhrsdorf offre juste assez d'espace pour déployer 20 000 hommes. Les villages aux extrémités limitent les possibilités de fuite. Les lacs gelés et les marécages semblent protéger les flancs, mais en réalité, ils sont franchissables par des chevaux habitués au froid. Février en Pologne est glacial. Le sol est gelé, ce qui facilite les déplacements rapides de la cavalerie.
En été, ce même terrain serait boueux et impraticable. Le timing de la bataille n'est pas un hasard. Rehnskiöld sait que ses cavaliers peuvent exploiter le gel à leur avantage. La proximité de la ville de Fraustadt elle-même crée une illusion de sécurité pour Schulenburg. Il pense que ses hommes pourront se replier vers la ville en cas de problème. Mais quand la débâcle commence, Fraustadt devient un piège. Les rues étroites se transforment en goulets d'étranglement. Les soldats en fuite se bousculent, se piétinent. La cavalerie suédoise les massacre dans les faubourgs. Cette configuration géographique favorise le double enveloppement. Les deux ailes suédoises peuvent contourner les flancs saxons sans s'éloigner trop du centre. La communication entre les différentes unités suédoises reste possible. Rehnskiöld, posté avec la cavalerie droite, peut observer l'ensemble du champ de bataille et ajuster ses ordres en temps réel. En comparaison, Cannae se déroulait sur une plaine beaucoup plus vaste. Hannibal devait coordonner des mouvements sur plusieurs kilomètres. À Fraustadt, tout se passe sur moins d'1 kilomètre de front. Cette compacité permet une exécution plus rapide et plus précise. Au-delà de la stratégie et de la tactique, Fraustadt se résume à des hommes qui tuent d'autres hommes. Les témoignages de survivants, rares mais poignants, décrivent l'horreur du combat rapproché. Les sabres qui tranchent les membres, les baïonnettes qui transpercent les corps, les chevaux qui piétinent les blessés. La neige blanche devient rouge de sang. Pour les soldats saxons et russes, la bataille est un cauchemar. Ils voient leurs camarades tomber autour d'eux. Ils entendent les cris des blessés, les ordres contradictoires des officiers, le tonnerre des sabots. Quand le piège se referme et qu'ils comprennent qu'ils sont encerclés, la terreur s'empare d'eux. Certains tentent de fuir, d'autres se battent jusqu'au bout. Beaucoup se rendent en espérant la clémence suédoise. Cette clémence est accordée aux Saxons et aux mercenaires, mais refusée aux Russes. Les prisonniers russes sont rassemblés et exécutés méthodiquement. Les sources ne précisent pas comment. Fusillés, sabrés, égorgés. L'histoire retient surtout que cela a eu lieu et que c'était délibéré. Pour les Suédois, Fraustadt est un triomphe. Ils ont vaincu un ennemi 2 fois supérieur en nombre. Leur roi, Charles XII, bien qu'absent de cette bataille spécifique, est glorifié. Leurs généraux sont acclamés. Après la victoire, le chapelain du régiment conduit les soldats dans une prière de remerciement. Cette scène sera immortalisée par le peintre Gustaf Cederström au XIXe siècle dans un tableau célèbre montrant les Suédois agenouillés dans la neige, remerciant Dieu pour leur victoire miraculeuse. Mais derrière cette piété, la réalité est brutale. Les soldats suédois, aussi disciplinés soient-ils, sont des tueurs endurcis. Ils viennent de massacrer des milliers d'hommes. Leurs uniformes sont maculés de sang, leurs sabres émoussés par les coups, leurs visages marqués par la violence. La guerre ne fait pas de héros, seulement des survivants traumatisés. La nouvelle de Fraustadt bouleverse l'équilibre diplomatique européen. Les cours d'Europe, qui observaient la Grande Guerre du Nord avec un mélange de fascination et d'inquiétude, comprennent que Charles XII est devenu l'arbitre de l'Europe du Nord. Toutes les puissances cherchent son alliance. Louis XIV, engagé dans la guerre de succession d'Espagne, envoie des émissaires pour courtiser Charles. L'Angleterre et les Provinces-Unies font de même. L'empereur d'Autriche, conscient que la Saxe voisine vient de s'effondrer, négocie avec prudence. Charles XII se trouve dans une position de force inouïe pour un roi de Suède. Il utilise cette position pour imposer ses conditions. Lors du traité d'Altranstedt, il force l'empereur à accorder la tolérance religieuse aux protestants de Silésie. Charles, luthérien fervent, considère cette clause aussi importante que la défaite de la Saxe. Il se voit comme le protecteur du protestantisme en Europe, rôle jadis tenu par Gustave II Adolphe. Mais cette puissance est illusoire. Charles contrôle militairement la Pologne et la Saxe, mais son armée est petite, ses ressources limitées. La Suède, avec moins de 2 millions d'habitants, ne peut pas maintenir indéfiniment des armées en campagne à travers toute l'Europe. Chaque bataille, même victorieuse, coûte des hommes irremplaçables. Pierre le Grand, isolé diplomatiquement, comprend cette faiblesse. Il continue de reconstruire son armée, de moderniser son équipement, de former ses officiers. Il sait que le temps joue en sa faveur. Charles vieillira, son armée s'épuisera, et la Russie, immense et peuplée, pourra absorber les défaites et revenir plus forte. En Suède, Fraustadt occupe une place ambiguë dans la mémoire collective. D'un côté, c'est une victoire glorieuse, symbole de l'excellence militaire suédoise. Les manuels d'histoire l'enseignent, les musées l'exposent, les historiens l'étudient. Mais d'un autre côté, elle rappelle aussi l'époque impériale désormais révolue, quand la Suède dominait le Nord au prix de guerres incessantes. Après 1721 et le traité de Nystad, la Suède change radicalement. L'ère de l'absolutisme royal prend fin.
Le Parlement reprend le pouvoir. Le pays se concentre sur la prospérité interne plutôt que sur les conquêtes externes. Les gloires militaires de Charles XII et de Rehnskiöld sont célébrées, mais avec une certaine distance. Elles appartiennent à un passé révolu. En Pologne, Frostadt est presque oublié. Le pays a tellement souffert pendant la Grande Guerre du Nord que cette bataille spécifique se noie dans un océan de destruction. La Pologne sera partagée à la fin du XVIIIe siècle, disparaîtra comme État indépendant pendant 123 ans. Frostadt n'est qu'une étape dans ce long calvaire. En Russie, la bataille est mentionnée comme une défaite parmi d'autres avant Poltava. Pierre le Grand a toujours minimisé ses échecs initiaux pour mieux glorifier sa victoire finale. Dans la mythologie nationale russe, Pierre est le génie qui a transformé un pays arriéré en grande puissance européenne. Les défaites de Narva et de Fraustadt ne sont que des détails mineurs dans cette épopée. En Saxe et en Allemagne, Fraustadt représente l'humiliation d'Auguste II et la fragilité des armées mercenaires. Mais rapidement, d'autres guerres, d'autres défaites viennent effacer ce souvenir. La guerre de 7 ans, les guerres napoléoniennes, les conflits du XXe siècle relèguent Fraustadt dans les marges de l'histoire. Le 13 février 1706, pendant quelques heures, l'armée suédoise de Carl Gustaf Rehnskiöld a réalisé l'impossible. Avec 9400 hommes, elle a détruit une force de 20 000 ennemis retranchés. Le double enveloppement parfait, la coordination impeccable entre infanterie et cavalerie, l'exploitation sans faille de la géographie du terrain ont créé l'une des plus grandes victoires asymétriques de l'histoire militaire. Mais cette victoire n'a rien changé au cours final de la guerre. 3 ans plus tard, à Poltava, les Suédois subissaient une défaite catastrophique. Charles XII s'exilait en Turquie. Rehnskiöld croupissait dans une prison russe. L'empire suédois s'effondrait. La Russie devenait la puissance dominante du Nord. Fraustadt reste une démonstration éclatante de génie tactique, un cas d'école étudié dans les académies militaires pendant des siècles. Mais il démontre aussi les limites de la brillance tactique. On peut gagner toutes les batailles et perdre la guerre. On peut être un génie militaire et commettre des erreurs stratégiques fatales. On peut dominer l'Europe pendant quelques années et finir oublié dans l'obscurité. Les 7000 morts de Fraustadt, les 7500 prisonniers, les Russes massacrés après leur reddition, tous ces hommes sont morts pour rien. Leurs sacrifices n'ont servi aucune cause durable. 20 ans après la bataille, les frontières avaient changé, les dynasties s'étaient effondrées, et personne ne se souvenait plus de pourquoi ces hommes étaient morts dans la neige polonaise. Telle est la leçon ultime de Fraustadt. La guerre produit des moments de gloire éphémères, des victoires spectaculaires qui éblouissent les contemporains. Mais au final, seules restent les souffrances des peuples, les familles brisées, les terres dévastées et les généraux oubliés. Rehnskiöld a eu son moment de gloire. Cela lui a coûté sa liberté, puis sa réputation et finalement sa place dans l'histoire. Le carnage de Fraustadt n'a été qu'un épisode sanglant dans une guerre absurde qui a détruit des centaines de milliers de vies pour redessiner des frontières qui ne tiendraient pas un siècle. Aujourd'hui, sur les champs de Wschowa, le vent souffle sur une terre paisible. Les fermiers labourent les sols qui ont bu le sang de 7000 hommes. Les enfants jouent là où la cavalerie suédoise a massacré des fuyards terrifiés. La vie continue, indifférente aux tragédies du passé. C'est peut-être la plus grande leçon de toutes. Même les carnages les plus spectaculaires finissent par être oubliés, engloutis par le temps qui efface tout.